Congo, novembre 1965. Une petite troupe de rebelles traverse le lac Tanganyika en pirogue afin de quitter le pays. À bord de l'embarcation, des révolutionnaires cubains, et notamment le plus connu d'entre eux, Che Guevara. Depuis le succès de la révolution cubaine en 1959, le Che veut exporter la révolution à travers le monde. L'Afrique semble l'endroit propice pour lutter contre l'impérialisme. Mais une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. Les rebelles congolais sont indisciplinés, boivent trop, terrorisent les populations et vont jusqu'à s'entretuer. Les révolutionnaires sont rapidement débordés par l'armée régulière. Ceci est l'histoire d'un échec, écrira Guevara en ouverture de son journal de bord du Congo. Les conditions de la guérilla, qui ont fait la réussite de la révolution cubaine, n'étaient pas réunies. À l'inverse, à Cuba, entre 1956 et 1959, une poignée de révolutionnaires ont réussi l'exploit de renverser le pouvoir détenu par Batista, dictateur pourtant soutenu par les États-Unis. Le leader de cette révolution, Fidel Castro, a manœuvré habilement, à la fois militairement et politiquement, pour mener à bien l'action révolutionnaire. Revenons sur l'histoire de la révolution cubaine, et demandons-nous pourquoi celle-ci a réussi, là où tant d'autres ont échoué dans cette région du globe. Che Guevara, devenu la figure par excellence du révolutionnaire romantique, notamment grâce à la célèbre photo d'Alberto Corda, n'en est pas moins un personnage ambigu aux multiples zones d'ombre. Un petit livre de Viviane Bouchard, Le Che, un héros en question, m'a permis d'en savoir plus sur lui, et le tout en lisant ce livre tranquillement depuis mon téléphone, grâce au sponsor de cette vidéo, Nextory. Nextory est la première application mobile de lecture en France, qui vous permet de vous plonger dans un catalogue de 250 000 titres, regroupant tous les genres. Romans, BD, guides de voyage, presse nationale et régionale, et évidemment, livres d'histoire. J'ai pu y retrouver certains de mes livres préférés, mais également écouter des audiobooks, comme les livres de Pierre Lemaitre, dont j'apprécie particulièrement les romans historiques. En cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez tester l'application gratuitement pendant 45 jours et sans engagement, et avoir accès à l'ensemble du catalogue. Encore merci à Nextory de soutenir la création de cette vidéo, et revenons au sujet qui nous concerne, la révolution cubaine. Cuba, plus grande île des Antilles, est située aux confluences du golfe du Mexique, de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique, à environ 200 km du continent, notamment de la Floride et du Yucatan. Christophe Colomb découvre Cuba lors de son premier voyage, et les populations locales sont rapidement exterminées par les maladies ou le travail forcé. La couronne espagnole y fonde les premières grandes villes coloniales, Santiago au sud-est et La Havane au nord-ouest. Déçus par le peu de minerais trouvés sur place, beaucoup de colons quittent l'île pour le Pérou. L'Espagne décide alors de faire de La Havane, avec sa vaste rade, un point de passage obligatoire pour les navires espagnols, le commerce maritime étant alors en plein essor. Les marins venant d'Amérique centrale y font une halte avant d'affronter la traversée de l'Atlantique. Participant activement au commerce triangulaire, l'île importe des esclaves d'Afrique et se spécialise dans la culture du café, du tabac et surtout de la canne à sucre. Les planteurs forment une bourgeoisie locale qui commence à s'affirmer, mais qui reste dépendante des trois grands partenaires commerciaux. La Grande-Bretagne, qui a occupé l'île brièvement en 1762, l'Espagne évidemment, et surtout son puissant voisin, qui se développe à une vitesse exponentielle, les États-Unis. Dans le sillage des mouvements indépendantistes sud-américains du XIXe siècle, et sur fond de récession économique, un premier conflit avec l'Espagne éclate en 1868. Malgré l'aide logistique et matérielle des États-Unis aux révolutionnaires, la guerre de 10 ans tourne à l'avantage de Madrid. La rupture entre l'Espagne et toute une partie de la population cubaine, classe des petits propriétaires terriens et professions intermédiaires notamment, est définitivement consommée. À ces mécontents s'ajoutent les classes populaires, et notamment les anciens esclaves, nombreux depuis l'abolition de l'esclavage en 1886. En 1895, sous l'impulsion de José Martí, apôtre de l'indépendance, un mouvement insurrectionnel éclate sur l'ensemble de l'île. Objectif, l'indépendance totale de Cuba, par rapport à Madrid, mais aussi Washington. La réalisation de l'unité nationale et sur le plan économique, une diversification des productions et une industrialisation à marche forcée. Aux États-Unis, les journaux montent en épingle le conflit, accusant les Espagnols de commettre les pires exactions, afin d'intervenir pour faire passer l'île sous son giron.
Depuis la formulation de la doctrine Monroe en 1823, Washington considère le continent américain comme sa chasse gardée. À Cuba, les investissements américains ont été faramineux depuis les années 1890, environ 50 millions de dollars dans les plantations et les raffineries. Stratégiquement, les États-Unis souhaitent installer des bases navales aux Caraïbes, afin de disposer de points de ravitaillement pour leur marine, mais aussi contrôler l'accès au canal du Panama, alors en construction. Enfin, les plaies fratricides de la guerre de sécession ne sont pas encore totalement cicatrisées. Réunir soldats du Nord et du Sud dans une guerre extérieure, pour une noble cause qui plus est, réconcilierait le pays. Pour ces nombreuses raisons, la crise cubaine tombe à pic. L'explosion d'un navire de l'US Navy à La Havane sert de casus belli, même si l'implication des Espagnols n'est toujours pas prouvée. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne en 1898. C'est une guerre éclair de 109 jours, victorieuse pour l'oncle Sam. Les Philippines, Porto Rico et Guam sont cédées aux Américains par les Espagnols, contre 20 millions de dollars. Cuba est déclarée indépendante. Mais les États-Unis occupent le territoire sous prétexte de pacifier le pays. Il faut attendre 3 ans pour qu'une constitution soit votée. En 1902, la République de Cuba est proclamée. Les Américains quittent l'île, non sans avoir glissé un appendice à la nouvelle constitution. L'amendement Platt, du nom du sénateur du Connecticut qui l'a proposé, offre un véritable droit d'ingérence aux Américains, qui peuvent, selon l'article 3, intervenir à Cuba pour maintenir un gouvernement capable d'assurer la protection de la vie, de la propriété et de la liberté individuelle. Au passage, Cuba doit fournir des terres pour l'installation d'une base navale américaine. La baie de Guantanamo est ainsi louée à perpétuité aux Américains. Enfin, un traité commercial, très avantageux pour les États-Unis, parachève ce que l'on peut considérer comme un véritable protectorat néocolonial. La jeune République connaît une forte croissance économique pendant 20 ans, croissance marquée par la corruption des élites et l'enrichissement d'une caste associée aux investisseurs américains. Par 2 fois, des soulèvements armés se dressent contre ce pouvoir corrompu. S'appuyant sur l'amendement Platt, les États-Unis interviennent militairement en 1906 et 1917. Dans les années 20, le pays sombre dans une crise économique liée à l'abondance du sucre sur les marchés mondiaux. La frustration républicaine s'organise et agrège les mécontents. Intellectuels, étudiants, anciens combattants, paysans et ouvriers, désormais unis dans une intersyndicale nationale, contrôlée par le Parti communiste récemment créé. Le président Machado, élu en 1924, grand admirateur de Mussolini, dérive vers une sorte de fascisme à l'italienne et tente de mater les grèves de 1933 par la force. Lâché par les Américains, il est contraint de démissionner. Dans ce contexte de crise, l'amendement Platt est aboli. Une période de pseudo-démocratie s'ouvre jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution en 1940. Un militaire, soutenu par les États-Unis, dirige réellement le pays derrière des présidents fantoches. Fulgencio Batista. Élu président en 1940, il ménage tous les partis, des conservateurs aux communistes, mate les mouvements révolutionnaires et favorise quelques avancées sociales. Création de l'assurance maladie et d'une caisse de retraite, redistribution des terres ou crédit pour le secteur culturel. Batista cède sa place en 1944. Le pays sombre alors dans la crise. Corruption généralisée, assassinat d'opposants et censure de la presse provoquent une forte agitation sociale. Batista se présente aux élections de 1952. Les sondages sont défavorables. Cette situation inquiète l'oligarchie cubaine et les États-Unis. Le 10 mars 1952, avec l'aide de la CIA, un coup d'État place Batista à la tête du pays. Aussitôt, il interdit les partis politiques et le droit de grève, tout en renforçant l'armée et la police. Batista s'acoquine avec la mafia américaine. Des casinos et des hôtels de luxe sont construits à La Havane, qui devient le lieu touristique pour les riches américains. Une sorte de Las Vegas caribéen. Même si les règlements de compte et le gangstérisme diminuent, la corruption bat son plein. Une majeure partie du pays vit dans la misère. Une timide opposition commence à s'organiser. En 1953, un jeune avocat de La Havane, spécialisé dans la défense des pauvres, réunit autour de lui un cercle de révolutionnaires, Fidel Castro. Objectif : restaurer la constitution de 1940 et redistribuer terres et richesses aux plus pauvres tout en nationalisant certains secteurs clés. Moyen : la lutte armée révolutionnaire, avec l'ambition de soulever les habitants démunis des provinces. Le 26 juillet 1953, avec à peine 150 hommes, il attaque la caserne de la Moncada à Santiago. C'est un échec cuisant.
Castro échappe aux exécutions aussitôt décidées par Batista, mais il est rapidement arrêté et jugé. Lors de son procès, il prononce un discours de 3 heures resté célèbre et qui se termine par ces mots. « Condamnez-moi, cela n'a aucune importance. L'histoire m'acquittera. » Fidel Castro est condamné à 15 ans de prison. Sans réelle opposition, Batista est officiellement élu président en 1954. L'opinion publique demande une loi d'amnistie pour les opposants politiques, et Batista finit par céder. Fidel Castro est libéré le 15 mai 1955. Ses années de prison lui furent bénéfiques. Sa plaidoirie lors de son procès fut largement diffusée sous forme de brochure, ce qui lui assure une certaine célébrité. Il se rapproche du Parti communiste cubain, déclaré illégal par Batista. À sa sortie, il crée le mouvement du 26 juillet, M267, regroupant les survivants de l'attaque de la Moncada, et s'envole pour le Mexique, afin de préparer minutieusement un plan pour renverser Batista. Hébergé par la chanteuse Orquídea Pino, sur sa propriété de Santa Rosa, une base d'entraînement militaire et d'instruction politique prépare les révolutionnaires. Les échanges avec les forces d'opposition cubaines sont nombreux, notamment avec le mouvement étudiant et son leader Echevarria, avec qui il conclut le pacte de Mexico. Les deux mouvements restent indépendants, mais vont alors chercher à coordonner leurs actions contre Batista. Parallèlement, ils rompent définitivement avec les communistes, hostiles à la guérilla et qui dialoguent avec Batista pour l'organisation de nouvelles élections, dans un climat de forte tension sociale durement réprimé. Au Mexique, Castro fait la rencontre, décisive, d'Ernesto Guevara, étudiant argentin en médecine, qui après avoir parcouru l'Amérique latine, considère que la révolution est le seul moyen de sortir les populations de l'indigence. Castro et Guevara sont arrêtés par la police mexicaine pour leur lien supposé avec les communistes. Relâchés, ils ont l'obligation de quitter le territoire. Grâce à l'aide financière d'Echevarria et Carlos Prio, l'ancien président cubain renversé par Batista, Fidel Castro peut acheter des armes et un vieux rafio, le Granma, pour débarquer à Cuba. 82 révolutionnaires embarquent dans la nuit du 24 au 25 novembre 1956. Suite à une tempête, le lieu d'accostage est changé. 3 jours plus tard, l'armée de Batista, qui a eu vent de l'expédition, surprend les rebelles. Une vingtaine d'hommes survit à l'attaque des 2000 soldats cubains qui les accueillent et réussit à se réfugier dans la Sierra Maestra, zone montagneuse difficile d'accès, qui devient le foyer insurrectionnel de la guérilla. Le M26 Sierra commence par se faire accepter par les populations locales, en apportant des soins aux habitants et en entreprenant une campagne d'alphabétisation. En janvier 1957, les révolutionnaires attaquent la caserne de La Plata par surprise et remportent leur première victoire. Ils récupèrent armes et munitions et libèrent des prisonniers, dont certains rejoignent le mouvement. En février, Fidel Castro sollicite le journaliste américain Herbert Matthews du New York Times, qui se rend dans la Sierra interviewer Castro, que beaucoup croient mort. La publication fin février de plusieurs articles fait l'effet d'une bombe et donne à Fidel Castro une envergure internationale, le présentant comme un défenseur de la démocratie. Les forces rebelles se recomposent lentement, grâce au travail du M26 urbain, qui apporte son soutien logistique et parvient à envoyer 50 hommes dans la Sierra en mars. En ce même mois, le mouvement étudiant attaque le palais présidentiel, provoquant la mort du leader Echevarria, et surtout l'assassinat de 4 étudiants par la police quelques jours plus tard, choquant l'opinion publique. Les offensives rebelles reprennent en avril. Le poste militaire d'El Uvero est attaqué. Batista bombarde sans relâche la Sierra Maestra, sans succès. Les guerrilleros, bien informés par les populations locales, parviennent toujours à se déplacer avant les bombardements. Batista tente de se concilier la population. Il lance la construction d'un hôpital, d'écoles, d'une salle de conférence ou d'ateliers dans la région. Les lignes politiques commencent à bouger à La Havane. Batista déclare que de nouvelles élections seront organisées en 1958 et qu'il ne se représentera pas. Fidel Castro rédige alors le Manifeste de la Sierra, dans lequel il appelle les Cubains à former un front uni révolutionnaire et où il défend la vision d'un pays libre, démocratique et juste. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Il souhaite la mise en place d'un gouvernement provisoire en attendant la tenue des élections, et justifie ainsi la poursuite de la guérilla. Viva Cuba libre! Libertad o muerte! Le juge Urrutia, candidat provisoire à la présidentielle, considéré comme honnête et intègre,
est l'homme choisi par Castro pour présider ce gouvernement provisoire. Son programme économique tient en quelques mesures fortes. Réforme agraire, suppression du jeu et de la corruption, industrialisation. Un nouveau coup de force est tenté contre la base navale de Cienfuegos avec l'aide d'officiers acquis à la cause révolutionnaire. La prise de la base et le soulèvement de la ville tournent au fiasco. Bombardés et encerclés, 300 rebelles périssent. Début 1958, Castro reçoit le soutien de l'église cubaine ainsi que du Parti communiste, qui change son fusil d'épaule et décide de soutenir la guérilla. Fidel Castro signe son premier décret administratif dans la juridiction du territoire libre de la Sierra Maestra. Il diffuse largement un périodique, Cubano Libre, ainsi que la station Radio Rebelle. Le durcissement du régime de Batista par la suspension des droits civiques et la censure de la presse et de la radio pousse les États-Unis à suspendre l'envoi d'armes aux forces cubaines. Castro, aidé financièrement par ses partisans, parvient lui à acheter des fusils au gouvernement américain. Les rebelles gagnent du terrain. Acculé, Batista lance une grande offensive pour en finir avec les révolutionnaires. L'opération Verano. 12 000 soldats sont envoyés dans la Sierra. Profitant de renseignements fiables, les troupes de Castro parviennent à encercler les militaires et à opérer des contre-attaques. Les soldats prisonniers sont remis à la Croix-Rouge, tandis que les défections dans l'armée se multiplient, beaucoup rejoignant même le camp rebelle. La victoire galvanise les révolutionnaires. Castro fixe son nouveau quartier général à La Plata et prévoit 3 nouvelles opérations. Il se chargera d'encercler Santiago. Ernesto Guevara dirigera ses troupes vers Santa Clara. Camilo Cienfuegos doit se rendre à Pinar del Rio, mais il s'arrêtera à mi-chemin, dans l'objectif de couper les routes qui relient l'ouest à l'est. Le nouveau camp de base installé, Cienfuegos organise des séances de lecture qui rallient beaucoup de monde à sa cause, femmes, ouvriers et paysans. Le Che, à qui Castro a donné le pouvoir de lever l'impôt, commence à appliquer la réforme agraire sur les territoires contrôlés. Les élections présidentielles qui se tiennent le 3 novembre désintéressent la population. C'est le candidat de Batista qui est élu, avec à peine 30% de votants et des fraudes électorales massives. Le 13 novembre, l'offensive rebelle débute. Santiago est encerclé et isolé. Au centre de l'île, Che Guevara et Camilo Cienfuegos assaillent les troupes de Batista. Sentant le vent tourner, agacé par les élections truquées et le chaos qui s'installe, le gouvernement américain retire officiellement son soutien à Batista le 14 décembre. L'ancien président tente le tout pour le tout. Il envoie 2000 hommes vers Santa Clara, dont une grande partie dans un train blindé. Che Guevara parvient à faire dérailler le train. 350 soldats et officiers se rendent. Ce dernier espoir de reprendre la main envolé, Batista fuit le même jour avec sa famille, et avec 40 millions de dollars en poche, vers la République dominicaine. C'est le général Cantillo qui assure l'intérim. Il tente d'organiser une junte avec l'appui des États-Unis et essaye de soudoyer Fidel Castro en lui proposant un poste de Premier ministre. Peine perdue, Castro considère cette manœuvre comme une tentative de coup d'État et en appelle à la grève générale jusqu'à la fin de la Révolution. La prise de Santa Clara ouvre la route de la Havane aux révolutionnaires. Le Che et Cienfuegos foncent vers la capitale. Le 1er janvier 1959, Che Guevara et Camilo Cienfuegos s'emparent des casernes de la Havane sans rencontrer la moindre résistance et vont jusqu'à fraterniser avec les anciens soldats de Batista. Fidel Castro entre dans Santiago le même jour, déclare la ville capitale provisoire de Cuba et bastion de la liberté, puis proclame Manuel Urrutia président de la nation. La caravane de la liberté de Fidel Castro traverse la moitié de l'île, qui est dans une liesse indescriptible. Il arrive à la Havane le 8 janvier. Castro s'adresse à une foule enthousiaste depuis le balcon du palais présidentiel. La révolution cubaine est une réussite totale. Alors pourquoi Fidel Castro, avec une poignée d'hommes, a-t-il réussi là où toutes les tentatives précédentes ont échoué? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Au milieu des années 50, la frustration d'un grand nombre d'habitants, liée à la situation politique et sociale, atteint une certaine maturité. La concentration des capitaux entre les mains de quelques oligarques, fortement dépendants des investisseurs américains, se fait plus forte entre les années 20 et 50. Les inégalités se creusent, et la classe moyenne ressent un sentiment de relégation sociale, qui se traduit par une radicalisation politique. D'autant que très présents dans les villes, ils assistent au spectacle de l'opulence des nantis, de la corruption et du gaspillage. À cela s'ajoute la masse des paysans et ouvriers pauvres, avec qui le sentiment d'injustice est partagé. L'échec des révoltes des années 30 et 40 tient à l'incapacité à faire converger ces forces,
petite bourgeoisie et prolétariat, dans un même mouvement. Fidel Castro a réussi politiquement ce tour de force. L'Église, les communistes, les intellectuels, les mouvements étudiants, les paysans et les ouvriers se sont ralliés, pour certains tardivement, à son audacieuse aventure. L'adhésion des paysans doit d'ailleurs beaucoup aux actions des guerrilleros pour les aider et leur expliquer leurs projets. L'intransigeance envers le moindre écart des rebelles, indiscipline ou trahison, démontre les efforts des révolutionnaires pour être soutenus par les populations et jouir d'une bonne réputation. Che Guevara n'hésitera pas à battre froidement des révolutionnaires qui ont transmis leur position aux soldats de Batista. Cette attitude pousse plus facilement les soldats réguliers à déserter et rejoindre les rangs des rebelles. Castro a également compris le rôle essentiel de la propagande. La presse clandestine, et surtout la radio, lui permettent de diffuser son message au plus grand nombre et de remporter l'adhésion de la population. Un autre point du succès de cette révolution relève de l'appartenance culturelle. Le sentiment diffus d'être aliéné et dominé économiquement par les États-Unis, de ne pas s'appartenir, traverse le pays et toutes les couches de la population, des conservateurs modérés aux révolutionnaires marxistes. Cuba se veut définitivement libre. Le retrait du soutien des États-Unis à Batista, car leurs intérêts ne sont plus protégés par le dictateur, constitue l'autre clé de compréhension de cette révolution. De manière habile, Fidel Castro a réussi à se faire passer pour un socialiste modéré aux yeux des Américains, tout en annonçant explicitement ses convictions anti-impérialistes. Fait rare, les États-Unis ont commis une erreur d'appréciation sur cette révolution, pensant sans doute qu'ils pourraient, comme ils l'ont toujours fait, reprendre la main une fois la situation apaisée. L'oncle Sam va vite déchanter. L'orientation socialiste, puis ouvertement marxiste, que Fidel Castro donnera à l'État cubain, mènera à une rupture totale entre les deux pays. Cuba deviendra un lieu de tension important de l'opposition entre l'URSS et les États-Unis durant la guerre froide, mais aussi, pour beaucoup de pays soumis à l'ordre néocolonial, une source d'inspiration et le modèle d'une émancipation réussie par la Révolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez acquérir cette illustration représentant Camilo Cienfuegos en compagnie d'une révolutionnaire cubaine. Elle est signée Manon Potier, du studio DTDA. Un grand merci à tous les tipeurs et utipeurs sans qui rien ne serait possible. Encore merci d'avoir visionné et à bientôt pour un nouvel épisode.